Bienvenue, bonjour à toutes et à tous et merci de prendre du plaisir à suivre Eden TV et plus précisément Matin d'Eden. Nous sommes lundi 11 décembre 2017 et c'est un plaisir de vous savoir nombreux câblés Eden TV. Voyons ensemble l'ossature de votre émission Matin d'Eden. Les titres des quotidiens qui ne sont pas venus ne vous seront pas présentés ce matin. Toutes nos excuses, rendez-vous déjà demain pour la une des journaux. Et puis, juste après les titres, vous le savez, c'est le point de l'actualité au plan national. Et ça, c'est bien au rendez-vous avec Samson Oké. Nous vous parlerons, nous passerons la parole à un Zémédian qui se prononcera sur l'interpellation du député Ataoren Oho. Ce sera dans On vous aime. Et puis le débat fait le croisier avec Peggy Levic Dagba et son invité. Dans la rubrique Les clés du monde, James William Baguidi se propose de nous parler de Jérusalem, reconnue capitale d'Israël par Donald Trump. On en parlait déjà la semaine écoulée. Eh bien, le monde arabe est en courroux. On en parle dans Les clés du monde. De la musique, de la chanson et de la chansonnette avec Ahmed Arifa et Maury Arnaud Agoua. Et puis le hit inter aussi, sans oublier Geek avec Modeste Hondekondi. Voilà pour l'essentiel de votre émission Matin d'Eden. Samson Oké, bonjour à vous. Bonjour, Loris Freddy d'abord. Mesdames et messieurs, bonjour. On l'ouvre justement avec vous. Effectivement, vous l'avez bien compris. Effectivement, c'est particulier, n'est-ce pas? Alors, le bulletin d'information maintenant. Christine Lagarde est au Bénin depuis hier. Les précisions avec vous, Samson Oké. Effectivement, le Bénin a reçu ce dimanche 10 décembre 2017 un hôte de marque. Il s'agit de Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international FMI, qui a foulé le sol béninois dans le cadre d'une visite officielle de travail de 3 jours. Cette visite est le fruit de la décision du conseil d'administration du Fonds monétaire international FMI qui avait approuvé donc au profit du Bénin en avril dernier un programme dont l'objectif principal est d'accompagner les réformes du Bénin, d'asseoir sa crédibilité et de créer les conditions pour la transformation structurelle de l'économie. Nous reviendrons en détail sur cette information dans nos prochaines éditions. Et puis les hommes des médias étaient à un dîner de presse ce week-end avec le maire de la commune d'Abomey-Calavi, Georges Bada. Effectivement, le conseil communal d'Abomey-Calavi, avec à sa tête le maire Georges Bada, a offert un dîner de presse aux hommes des médias de la ville. Et puis ce vendredi, bien sûr, 8 décembre 2017, à la salle de fête Jérusalem Golden d'Abomey-Calavi. Au cours de cette rencontre d'autorité, au cours donc de cette rencontre, l'autorité a souligné l'importance de la presse dans un pays démocratique comme le Bénin, exemple de la démocratie dans le monde. Il a profité pour faire le point des réalisations enregistrées à Abomey-Calavi depuis sa prise de fonction. Reportage. Le maire de la commune d'Abomey-Calavi a offert un dîner de presse aux hommes des médias de la dite commune. C'était dans la soirée du vendredi 8 décembre 2017 à la place de fête Jérusalem Garden de Calavi. Étaient présents l'autorité elle-même, le premier adjoint au maire, les membres de l'administration de la mairie, les patrons d'organes de presse, les directeurs de publication et les journalistes eux-mêmes. L'occasion pour le maire de reconnaître le mérite des professionnels des médias. Je voudrais vous remercier ce soir d'avoir répondu aussi nombreux. Ça, je ne savais pas que vous désiriez tant voir en face votre maire, le maire de la commune d'Abomey-Calavi. Vous faites et vous pouvez défaire les hommes politiques. Vous en avez le pouvoir. Sachez l'utiliser pour que dans notre pays, la paix puisse régner. Il a ensuite reprécisé l'objectif du dit dîner de presse. Nous avons souhaité cette rencontre conviviale. Nous avons souhaité que cette rencontre soit une rencontre de vérité. Pourquoi pas? De ce que vous entendez dire par les autres, que ce soit moi-même en personne qui vous le dise,
sans langue de bois. Mettez-vous à l'aise. Je me soumettrai à toutes vos préoccupations. L'occasion était aussi propice pour l'autorité communale de répondre aux questions des hommes des médias comme elle-même a souhaité qu'on lui en pose. L'autorité a aussi profité de l'occasion pour rappeler aux hommes des médias les actions réalisées par son conseil communal. Nous allons toujours vous servir la vérité. Et si du reste, vous n'êtes pas sûr de ce que nous vous disons ce soir, vous pourrez passer à Betako, EPP, où nous avons réussi à faire un module de 3 classes avec magasin doté de tables et bancs. Le marché de Niné, toujours à Kassato, est une de nos réalisations à l'actif du conseil communal d'Abomey-Calavi. C'est vrai, nous avons accompagné également Pugému à la réalisation sur des sites qui appartiennent au conseil communal, le point de regroupement des déchets solides ménagers. Ça, c'est à Topazungo, à l'arrondissement d'Abomey-Calavi. Nous avons également construit le marché de Topazungo sur fonds propres, 2 hangars de 12 places, toujours à Abomey-Calavi. Kansoukwa, c'est encore Abomey-Calavi central. Nous avons construit des écoles parce que pour le conseil communal, développer une commune, c'est commencer à réaliser l'éducation. Ce qu'il faut pour que les enfants puissent être dans de bonnes conditions de savoir. Comprendre et reconnaître les mérites des professionnels des médias est une fierté pour la corporation. Et il est important que ces genres d'initiatives soient renouvelées et c'est ce qu'a souhaité l'autorité en rappelant aux hommes des médias qu'une autre rencontre du genre aura lieu en 2018. Et nous quittons la commune d'Abomey-Calavi pour vous annoncer que Cotonou a accueilli la semaine du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Effectivement, cette rencontre s'inscrit dans un contexte mondial pour une protection des espèces halieutiques. Laurent Tonekes pour le compte rendu. Durant 4 jours, les bénéficiaires du PROVAC 2, projet de vulgarisation de l'aquaculture continentale, ont partagé avec leurs homologues venus des pays cibles du PROVAC les expériences acquises dans l'exécution de ce projet. Les échanges et visites se sont déroulés en 3 phases que nous présente le coordonnateur Hippolyte Huenou. Une première phase a consisté de faire les présentations en salle le premier jour. Présentation par rapport à la situation de l'aquaculture dans chaque pays. La deuxième phase a consisté à amener nos hôtes sur le terrain en vue d'apprécier les acquis du PROVAC et d'apprécier aussi le déroulement de la formation des pisciculteurs ordinaires suivant l'approche de vulgarisation fermier à fermier. Une dernière étape est celle d'aujourd'hui, où nous sommes tous rassemblés en salle afin de pouvoir passer en revue tout ce qui a été vu sur le terrain, faire passer les recommandations, les insuffisances qui ont été constatées et ce qui est applicable dans chaque pays ici représenté. L'ambassadeur Kiyofumi Konishi, prenant la parole, est revenu sur les résultats du PROVAC 1 qui ont abouti au PROVAC 2. Il rappelle également l'objectif essentiel de la mise en œuvre de ce projet. Le projet de vulgarisation de l'aquaculture continentale en République du Bénin, PROVAC, a lieu de jour en juin 2010 avec le financement du gouvernement du Japon. Il restaurante la prise en compte du potentiel que offre l'aquaculture en matière de sécurité alimentaire, de lutte contre la pauvreté et de développement économique et social du Bénin.
7 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre étaient représentés à cet atelier. Les différentes visites sur les sites aquacoles ont permis aux participants de relever les contraintes liées à l'applicabilité de l'approche fermier à fermier. Le directeur de la production halieutique se réjouit de l'initiative. Il formule toutefois des vœux. Je souhaite que nous nous engagions tous ensemble pour trouver les solutions adéquates pour une aquaculture durable dans nos pays. Je voudrais vous en féliciter pour le travail abattu et vous assurer de la totale disponibilité des autorités béninoises en charge des pêches et de l'aquaculture. Quant à l'accompagnement technique nécessaire pour relever les éventuels défis. Les participants repartent satisfaits chez eux, mais tout en souhaitant que le PROVAC, projet de vulgarisation de l'aquaculture continentale, soit expérimenté dans les tout prochains jours dans leur pays. Eh bien, vous l'avez ratifié vous-même, vous venez de suivre l'atelier d'échange technique et d'expérimentation, j'allais dire, avec les pays cibles du PROVAC 2, projet de vulgarisation de l'aquaculture continentale phase 2, qui a connu son épilogue ce vendredi 8 décembre 2017. Et nous poursuivons maintenant, je vous l'annonçais tantôt, Cotonou a accueilli la semaine du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Et à cette occasion, il a été question de présenter les actions du Bénin dans le domaine de la malnutrition et de la sécurité alimentaire. Des communications ont été données sur l'expérience des cantines scolaires et le programme d'alimentation et de nutrition. Laurent Roland, Tony Kess et Denis Maria pour le compte rendu. Dans le cadre des activités prévues pour la 33e réunion du RPCA, Réseau de prévention des crises alimentaires, une journée spéciale Bénin a été organisée ce jeudi à l'intention des participants à ce grand rendez-vous de Cotonou. L'objectif de cet événement était de présenter les actions menées par le Bénin dans le domaine de la malnutrition et de la sécurité alimentaire. Il s'agit des cantines scolaires et du secrétariat permanent pour l'alimentation et la nutrition. En faisant en sorte que les repas distribués apportent aux enfants l'alimentation dont ils ont besoin pour bien apprendre et grandir, nous investissons dans leur avenir. Grâce au repas scolaire, lorsqu'une instruction de qualité leur est donnée, les enfants disposent de l'ensemble des moyens leur ouvrant les opportunités d'avenir. Aussi, les programmes d'alimentation scolaire sont également des catalyseurs de développement. Ils fonctionnent comme des systèmes de protection sociale pour aider les ménages et les communautés vulnérables à résister aux crises économiques et aux autres bouleversements sans mettre en péril leur alimentation et leur sécurité. Julienne Zimé-Yerima, la directrice de l'alimentation scolaire, a fait une présentation sur la situation des cantines scolaires au Bénin. Il ressort que plus de 500 000 enfants bénéficient de ce programme, financé en grande partie par le gouvernement. S'en suivront des panels de discussion sur les cantines scolaires et la problématique de la nutrition et de l'alimentation. Les participants ont eu droit aux expériences et les actions menées par le Bénin dans ces domaines. La situation nutritionnelle au Bénin est inquiétante et justifie pleinement la volonté du gouvernement à améliorer la gouvernance dans le secteur de la nutrition, du niveau communautaire jusqu'au niveau central, quand on reconnaît que plus de 40% des enfants de 0 à 5 ans sont malnutris. La formulation et la mise en œuvre d'un instrument comme le projet multisectoriel de l'alimentation, de la santé et de la nutrition est indiscutablement importante, surtout quand on sait qu'il ambitionne d'accroître la couverture de l'utilisation des interventions à base communautaire relatives à la nutrition et à la croissance des enfants dans près de 700 villages basés dans 40 communes du Bénin. Le cadre communal de concertation de tous les services et acteurs communaux de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, présidé par le maire, que le SPCAN a mis en place, mérite d'être salué. De même que la situation de dépistage et de prise en charge en milieu communautaire des malnutris aigus, modérés, puis transférer des cas de malnutris aigus sévères dans les centres spécialisés pour une prise en charge appropriée avec distribution de micronutriments qui me paraissent des initiatives à encourager.
Au thème des présentations et des panels de discussion, les participants à cette semaine du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest ont apprécié ces initiatives du gouvernement béninois dans le domaine de la malnutrition et de la sécurité alimentaire. Ils n'ont pas manqué également de faire des recommandations pour l'amélioration de ces programmes. Les participants ont par ailleurs visité les stands prévus à cet effet où les produits faits au Bénin ont été exposés. Eh bien, restons-y pour dire qu'un participant se propose ici de nous donner d'autres précisions sur cette rencontre. Il s'agit de Roch Mogbo, secrétaire permanent du Conseil pour l'alimentation et la nutrition, qui a fait donc le point des activités. On va donc le suivre. Ils ont eu vent de cette expérience des cantines scolaires et ont voulu qu'on partage avec les autres pays parce que c'est unique. C'est unique d'ailleurs qu'un gouvernement de notre région décide de prendre ses propres ressources et les affecter à des cantines scolaires, contrairement à ce que même les pays qui sont en situation de difficultés alimentaires et nutritionnelles de tous ordres, ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est d'abandonner ce secteur aux partenaires, aux diverses agences des Nations Unies qui s'en occupent, etc. Et donc, un pays décide de financer sur fonds propres et une activité comme celle-là, le Club du Sahel a voulu qu'on partage l'expérience, qu'on voit quelles sont les difficultés qu'on rencontre et quels enseignements les autres pays pouvaient en tirer. Nous avons suggéré qu'on ajoute, qu'on partage notre expérience en matière de nutrition. Parce que le thème de nutrition prête à confusion en matière de son contenu et ses exigences en termes d'intervention. Et l'expérience que nous conduisons ici, la prise en charge communautaire de la malnutrition, méritait d'être partagée pour que même les politiques de sécurité alimentaire et nutritionnelle intègrent cette spécificité de la nutrition pour que ce domaine soit traité comme cela se doit. Et donc il ne suffit pas de dire sécurité alimentaire et nutritionnelle pour avoir fait le tour de la question. Il faut séparer la problématique nutritionnelle et la traiter comme cela se doit, comme un phénomène très complexe qui inclut des dispositions biologiques propres, mais j'ai dit des dispositions sociales. Si la mère n'est pas dans un environnement tranquille, si elle est stressée, si elle est surchargée en travail, vous pouvez bien la nourrir, elle ne pourra pas produire suffisamment de lait, l'enfant en a besoin pour sa croissance, l'enfant ne pourra pas en bénéficier. Pour finir, dans un tout autre chapitre, je vous signale que 3 ministres du gouvernement de Patrice Talon étaient face aux hommes des médias la semaine écoulée. Il s'agit de Joseph Djogbenou de la justice, Aurélien Agbenonchi des affaires étrangères et Mathis Adjatou de la fonction publique. Objectif de cette conférence de presse, éclairer l'opinion publique sur un certain nombre de sujets qui défraient la chronique. Reportage. Taire les spéculations et amener les Béninois à ne plus incriminer le gouvernement de Patrice Talon, c'est à cet exercice plus ou moins difficile que se sont attelés les ministres de la Justice, Joseph Djogbenou, du Travail et de la fonction publique, Adjat Mathis, et Aurélien Agbenonchi, des Affaires étrangères de la coopération. À bâton rompu, chaque ministre a essayé de répondre aux préoccupations des journalistes telles que l'affaire CNSS, les conditions de vie de nos prisonniers et les insuffisances du RAVIP. Alors qu'une banque était sous administration provisoire, alors que cette banque a failli se voir retirer son agrément par l'institution communautaire, que pendant cette période, près de 17 milliards de vos cotisations, des cotisations de nos parents, de ceux qui sont à la retraite, sont confiés à cette banque-là. Vous ne pouvez pas demander à ce gouvernement de ne pas s'interroger sur les responsabilités. Vous ne pouvez pas le dire. Pour ces défenseurs des actions du chef de l'État, le Bénin se porte mieux que jamais grâce à la rigueur mise dans l'assainissement des finances publiques. Des actions qui augurent d'une meilleure gestion de la cité et qui ont des conséquences positives au-delà des frontières béninoises. En témoignent, selon le ministre Aurélien Agbenonchi, les prochaines visites au Bénin de la directrice générale du FMI et la secrétaire générale de l'OIF. Quand le directeur général d'une institution comme le Fonds décide d'aller voir un pays
qui n'est pas en crise humanitaire ou qui n'a pas subi une catastrophe, c'est un signal. C'est d'abord un encouragement. Les retombées sont d'abord saluer la performance de la gestion rigoureuse qui est celle du gouvernement. Deuxièmement, parce que tous les pays sont à la recherche de l'investissement. Le moindre fait en matière de diplomatie économique influence les décisions. La direction générale du Fonds monétaire va au Bénin. Ça veut dire que c'est intéressant. Madame Michaëlle Jean, c'est la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle brûlait d'envie d'aller voir ce pays qui commence par étonner. La ministre de la fonction publique, quant à elle, a fait le point des négociations avec les confédérations et centrales syndicales. Elle a également apporté des éclaircissements sur le recrutement fictif dans la fonction publique. Un certain nombre d'agents fictifs qui ont été décelés et les complices de cette situation du ministère des Finances ont été mis aux arrêts. Le travail se poursuit. Nous venons encore d'en découvrir d'autres. La même chose va se faire. Pour les conférenciers, le gouvernement de la rupture ne baissera point les bras face aux nombreuses réformes entreprises en vue d'un réel développement du Bénin. Samson, ok, c'est tout. C'est tout effectivement pour ce bulletin d'information et on remercie nos téléspectateurs et auditeurs de nous avoir suivis. Eh bien, bonne journée à vous. Merci. Excellente semaine de travail à vous. À vous, je souhaite une bonne suite d'émissions, bien sûr. Merci. On va installer le conducteur de moto-taxi. Mais avant, moi, je vous rappelle les grands axes de cette émission, les grandes lignes, sinon les rubriques à suivre encore sur Matin d'Éden dans Geek. La rubrique multimédia, eh bien, il sera question de Messenger Kids, une application de Facebook, une nouvelle application de Facebook qui simplifie la vie, qui simplifie le contrôle parental. Nouvelle application qui simplifie le contrôle parental, c'est bien Messenger Kids. On en parle avec Modeste Rondé-Conduit dans un peu plus d'une trentaine de minutes. Et puis, dans le débat, faire croiser avec Peggy Ludovic Dagba et son invité. L'invité, c'est bien Madame Bello, qui est filate. Elle est médecin de santé publique. Et puis, il sera question de la couverture sanitaire universelle. Que doit-on y comprendre ? On en parle dans le débat faire croiser dans un peu plus de 5 minutes. Installons maintenant le conducteur de moto-taxi. On vous aime. Maintenant, il y a là, il y en a eu, mais il y a assis. Tout le y a assis maintenant. On m'appelle Adela Congil, alias Obama. Nous avons appris qu'ils vendent des médicaments, des faux médicaments. Des médicaments de la rue qui tuent. Bien vrai. Aujourd'hui, ces gens-là, nous avons compris qu'ils s'enrichissent au dos de la population. C'est-à-dire, eux, ils tuent la population à petits coups et eux, ils s'enrichissent. Vraiment, ce commerce-là, tu me sais que les médicaments, c'est prohibé. C'est-à-dire, c'est l'informel. Au Bénin, il y a tout de l'informel. Mais jusqu'à ce qu'à Tao, lui-même, une grande autorité, un honorable, qui va faire ce commerce, parce que c'est très grave quoi. Parce que ces médicaments-là, ça tue, ça nous tue à petits coups. Aujourd'hui, il y a des maladies et des vieillards qui attaquent aujourd'hui les jeunes. Tu vas voir un jeune de 25 ans qui est jeune en haut et vieillard en bas. Et c'est la faiblesse, c'est partout. Même aujourd'hui, les hommes prennent du trabol et ils meurent. Ils meurent, des fois, ils meurent. C'est grave. Et ce sont eux qui tuent les pharmacies. Parce que si eux, ils profitent, si ils vendent leurs produits prohibés là, les pharmacies ne peuvent plus vendre. On apprécie ce gouvernement de parti salon. Ce gouvernement qui nous a mis en face de la réalité d'une bonne gouvernance. Vous voyez? Et eux tous, ils ont participé à la victoire de la rupture. C'est-à-dire à la victoire de nouveau départ du parti salon. Tout en croyant que cette victoire a pour expression
la transformation du pays à un gâteau partagé. Le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. Communiqué de presse du comité technique du RAVIP relatif au lieu d'enrôlement. Dans le cadre des opérations d'enrôlement, le président du comité technique de pilotage du RAVIP informe les citoyens et toutes les personnes vivant au Bénin qu'ils peuvent se faire recenser partout où est disposé le matériel d'enregistrement des données prévues à cet effet et sous la conduite des agents de recensement. Par conséquent, le président du comité technique de pilotage du RAVIP invite toutes les personnes commises à l'opération de recensement à respecter ce principe et à faciliter aux citoyens la jouissance de cette mesure visant à réduire la durée d'attente des citoyens dans les centres d'enregistrement. Le président du comité technique de pilotage du RAVIP en appelle au sens patriotique des citoyens et les invite à la patience pour se faire recenser dans le calme et la tranquillité. Le président du comité technique de pilotage du RAVIP, Jean Arol. Eden chez vous. Eden chez vous est une nouvelle opportunité mise à votre disposition par Eden TV pour vous permettre de mieux communiquer à moindre coût en cette période de fin d'année. Vous êtes commerçant ou commerçante, opérateurs économiques et responsables d'ONG, acteurs de la chaîne économique et du développement. Vous voulez communiquer sur vos affaires, faire profiter vos clients et partenaires de vos offres de fin d'année. Profitez de ce rendez-vous quotidien qui vous est offert par Eden TV à des tarifs défiant toute concurrence. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le 62 119 32 32. Eden TV, le bonheur d'être à vous. Les hommes qui sont circoncis sont protégés à 60% contre la transmission du VIH lors de rapports sexuels avec une femme contaminée. Tu sais, franchement, je crois qu'il faut que tu finisses avec lui. C'est mieux pour toi. Hein? Ma cousine. Toi, mais il faut me donner un peu de temps pour les réformes. C'est l'argent. Réforme. C'est réforme. Tu te trompes largement. Largement, toi, tu ne peux rien avec Mariam. Moi, j'ai de l'argent plus que toi. Ah bon? Hein? Tu te vois? Tu n'as rien. Tu te regardes? Regarde. Moi, je suis un beau gars. Ah. Hein? Toi, tu es trop gros, là. Hein? Non, toi, tu ne peux rien. Le plus important, c'est de suivre les conseils que je t'ai prodigués. Et puis, tu m'as dit que tu as eu plusieurs partenaires sexuels, n'est-ce pas? Oui, madame la conseillère. Je te comprends. Dis, tu as des capotes? Des capotes? Je ne sais pas. Attends. Ah oui, j'en ai. J'en ai plus. Oh, dommage. Tu t'as fait sans capote. Ben, écoute, hein. En plus, tu vas pas me faire chier. Je t'ai offert une moto, Janana, et tu n'es même pas fichu de... Et après? Et après? C'est quoi ça, là? Tu le sais. Plus de rapports sexuels sans préservatif dans cette maison tant que nous n'aurions pas fait nos tests de dépistage. Et il faut que ce soit négatif des deux côtés. Bien sûr, hein, je te jure, c'est tout ce qui me séduit chez Grégorienne. Elle est belle, très intelligente. Je donnerai tous les biens de mon père et de ma mère réunis pour avoir une partie de chair contre chair avec elle. Ah. Je suis fou d'elle. Tu ne sais pas qu'il y a le sida. Malade. Tu ne sais pas qu'il y a le sida. Et que la vie devient chère. C'est vrai qu'il y a le sida. Mais ce n'est quand même pas une déesse comme Grégorienne qui va être porteuse d'un si sale virus. Ah. Donc tu me le cachais.
C'est pourquoi tu m'évites. Mais n'oublie pas que je ne t'ai jamais demandé de coucher avec moi sans préservatif. C'est toi qui voulais chair contre chair. Bon, dehors. Le sida est une maladie causée par un virus appelé VIH. Le VIH est évitable par l'utilisation du préservatif lors des rapports sexuels, par l'utilisation de seringues ou autres injections et outils tranchants non contaminés et de sang non contaminé lors des transfusions sanguines. La circoncision masculine permet de réduire la contamination par le VIH chez l'homme, tandis que l'administration d'antirétroviraux aux mères vivant avec le VIH interrompt la transmission du virus à l'enfant pendant la grossesse, l'accouchement, le postpartum et l'allaitement. Bienvenue dans le débat Affaires croisées. Je vous l'annonçais tantôt, au menu de ce débat, la couverture sanitaire universelle, que comprendre? La question, ce n'est pas à Peggy, bien évidemment, d'y répondre, mais c'est d'abord Peggy que je reçois. Bonjour Peggy. Bonjour à vous, Loris Freddy d'abord, chers amis téléspectateurs et auditeurs, bonjour. Ce thème que vous venez d'énoncer, tout simplement parce que demain, c'est la journée internationale de la couverture sanitaire universelle. Et donc, la communauté internationale se propose d'aller au fond de cette question et voir ce qui s'y passe d'abord, que recouvre le concept. Nous allons tenter quand même d'en savoir un mot au cours de ce débat et savoir un peu quelles sont les conditions. Est-ce que cette couverture sanitaire universelle est-elle atteinte au Bénin? Et pour répondre à toutes ces questions, Madame Kefilat Bello est avec nous, médecin en santé publique, membre du Centre de recherche en reproduction humaine et en démographie CERUD. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur Peggy. Merci d'être avec nous, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. On commencera déjà par déblayer un peu le terrain. C'est quoi la couverture sanitaire universelle? Merci, Monsieur Peggy. La couverture sanitaire universelle consiste en fait tout simplement à assurer que toute la population ait accès aux services de santé lorsqu'elle en a besoin, mais aussi que ces services de santé soient de qualité et que l'accès à ces services de santé ou bien les coûts de ces services n'entraînent des difficultés financières. Donc c'est tout simplement... C'est tout simplement ça. Voilà. Alors cette définition en fait appelle quelques éléments, quelques points saillants. Bien sûr. Il faut déjà que les populations puissent avoir accès à la santé et deuxièmement le coût. Oui. Donc, en fait, comme la définition l'a dit, nous avons trois composantes. En fait, la première composante qui est souvent mise en avant, c'est l'accès équitable. Donc, l'accès équitable, c'est-à-dire tout le monde. Ce n'est pas seulement ceux qui en ont les moyens, mais tout le monde, même ceux qui sont indigents à un moment donné, devraient avoir accès aux services de santé au moment où ils en ont besoin. Et la deuxième composante, c'est les services de qualité. Parce que ça ne sert à rien d'avoir accès à des services qui ne seront pas efficaces. Donc, on sera obligé de retourner encore dans le centre de santé, ce qui n'est pas bien. Et le troisième élément maintenant, c'est que les services n'entraînent pas l'appauvrissement. C'est ce que nous appelons en jargon de santé publique la protection financière. Donc, c'est les trois composantes en fait de la couverture sanitaire. Alors, allons pas à pas sur chacune de ces composantes. L'accès équitable aux soins, est-ce une réalité au Bénin? Qu'est-ce à dire d'abord Malheureusement, vous le savez, vous comme moi, que l'accès équitable n'est pas toujours une réalité. Déjà, lorsqu'on regarde simplement la répartition même des agents de santé, tout simplement, nous savons tous que les agents de santé sont beaucoup plus concentrés dans les zones urbaines, sont beaucoup plus concentrés dans les zones du sud plutôt qu'au nord. Donc ça, c'est déjà un accès non équitable aux agents de santé qui font partie du système de santé. Nous avons des confrères qui ont fait des investigations sur la question, surtout au nord, franchement, c'est le désert. C'est le désert pour les populations. Elles recherchent ardemment et avec peine des médecins pour se faire soigner. Exactement. Donc c'est pour ça on dit, malheureusement au Bénin, malgré tous les efforts, nous sommes encore très loin de l'accès équitable aux services de santé. Donc, je n'ai parlé que des agents de santé, mais il y a aussi toute la problématique des médicaments et même des structures sanitaires. C'est vrai que nous avons une très bonne couverture en structures sanitaires au Bénin. Nous sommes à plus de 80% de couverture. Donc, il y a des centres de santé partout, mais le problème qui se pose, c'est vraiment ce qui est dedans, donc les agents de santé, les médicaments et aussi la disponibilité permanente de ces services de santé. Mais alors, comment comprendre qu'on puisse
construire un peu partout dans le pays des centres de santé et qu'on ne se soucie pas de ceux qui doivent faire fonctionner ces centres de santé? La problématique des agents de santé, c'est assez profond comme problématique. Je venais de voir justement le ministre du Travail qui est venu discuter. Il n'y en a pas suffisamment à recruter parfois. Et même nous avons quand même des a, centres de formation. Voilà, il y a des centres de formation. Il y a des milliers qui sortent par an. Qui sortent par an. Donc, pour certains secteurs, il n'y en a pas beaucoup à recruter, mais pour d'autres, il y en a. Mais malheureusement, voilà, je ne vais pas rentrer peut-être dans le recrutement au niveau de l'État. On n'arrive pas à recruter suffisamment d'agents de santé pour pouvoir travailler dans ces centres de santé-là. Donc, c'est une grande problématique et nous commençons par travailler de plus en plus sur cette thématique-là pour voir un peu d'abord comment recruter plus, mais aussi comment inciter ceux qui sont déjà au niveau du système de santé. Parce que comme je l'ai dit, non seulement il n'y en a pas suffisamment, mais c'est mal réparti. Donc il y en a plus dans le sud, plus dans les zones urbaines. Donc il faut mettre en place des mesures pour inciter ceux qui sont déjà recrutés, qui sont concentrés dans le sud, pour aller vers le nord, ou bien qui sont concentrés dans les zones urbaines, vers le milieu rural. Donc, tout ça fait partie normalement de tout ce qu'il faut faire pour atteindre la couverture sanitaire. Qu'est-ce qui explique selon vous cette mauvaise répartition du personnel? Du personnel, il y a beaucoup de facteurs. Déjà, il y a les facteurs liés au personnel eux-mêmes. Donc déjà, le fait que personne ne veut aller dans les villages, ça c'est sûr. Surtout parce qu'à cause des infrastructures, du manque d'infrastructures. Donc quand il y a des gens qui ont des enfants qui doivent aller à l'école, et ils se disent, bon, il n'y a pas des écoles en zone rurale, il y a moins d'activités génératrices de revenus, donc il y a aussi les problèmes salariaux. Donc on se dit, bon, si je suis un peu plus loin, il n'y a pas des à côté. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, il n'y a pas de quoi arrondir les fins de mois. Ça, c'est les facteurs liés aux individus eux-mêmes. Et on peut comprendre que chacun à son niveau fasse ce petit calcul-là. Mais il y a aussi des facteurs structurels au niveau du système. Et pour le moment, il n'y a pas encore des incitations, que ce soit positives ou négatives. Donc, quand tu ne vas pas, tu as une sanction ou bien positive lorsqu'on est en zone rurale. Il y a des projets qui essayent, mais malheureusement, ce n'est pas encore généralisé au niveau de tout le système. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faudrait aussi revoir pour permettre une meilleure répartition des agents de santé. Mais il y a aussi la problématique du privé et du public, parce que quand on parle du système de santé, on parle plus de public, mais le système de santé, c'est à la fois public et privé. Parce que, comme vous l'avez dit, il y a des agents de santé qui ne sont pas recrutés, qui sont dans le privé, mais quand c'est dans le privé, celui qui est dans le privé se dit il faut que je puisse aller là où les gens peuvent payer, ce qui fait qu'on a plus de concentration dans les zones urbaines. Mais normalement, et je crois que les réformes ont déjà commencé par prendre ça en compte, normalement l'État doit pouvoir fédérer toutes ces structures sanitaires-là pour assurer une meilleure répartition. Alors comment comprendre que vous parliez d'accès équitable aux soins alors que certaines populations se déplacent dans les centres de santé et ne trouvent même pas des gens pour pouvoir s'occuper promptement de... Parfois, ces agents sont là, préfèrent peut-être donner à autre chose, regarder la télé, peut-être se curer les ongles à des heures de service. C'est justement de tout ça que nous devons discuter lorsqu'on parle de couverture sanitaire universelle. Et comme je vous l'ai dit, les problèmes sont assez profonds parce que ça fait partie... Ce que vous venez de dire, c'est la gouvernance. Donc, c'est déjà... il faut des sanctions à la fois positives, négatives, pour assurer que l'agent de santé, quand il est là, puisse être disponible effectivement. Et il y a effectivement le problème le plus palpable où l'agent de santé est là et bon, il ne prend pas soin des malades. Mais il y a aussi des centres de santé qui n'ont qu'un seul agent de santé. Donc du coup, lorsqu'il y a une autre activité, le centre est obligé de fermer ou bien on laisse le centre aux mains des agents de santé non qualifiés. Et ça, c'est des réformes qu'il faut. On en a discuté, par exemple, juste la semaine passée. On se demandait comment faire au moins pour que dans un centre de santé, il y ait au moins 2 agents de santé qualifiés pour que lorsqu'il n'y en a pas un, l'autre puisse être là. Oui, ce cas, c'est dans les zones périphériques, c'est dans les zones reculées. Mais ici, à Cotonou, dans les zones à forte concentration humaine, c'est quand même un mal, une plaie. C'est un mal, effectivement. Moi, personnellement, j'ai été confronté à ça plusieurs fois. Je ne veux pas citer d'hôpital ici, sur ce plateau. Mais le problème est là. Elles sont là, ils sont là, mais c'est autre chose qui les préoccupe, au lieu de prendre promptement les malades qui viennent à eux. Et ça, normalement, c'est vraiment un problème au niveau de la gouvernance ou du management, même déjà des structures sanitaires, mais aussi de tout le système de santé en général. Est-ce qu'on peut dire que les médecins ignorent ça? Non, les médecins ne l'ignorent pas. Les médecins ne l'ignorent pas. Mais pourquoi ils ne font rien pour corriger ça?
qu'est-ce qui explique qu'ils ne font rien? Les médecins, il y en a qui ne font rien, mais moi je dis toujours, ne vous attendez pas à ce que... Moi je suis médecin, mais ne vous attendez pas à ce que spontanément quelqu'un se lève pour décider. Il y en a qui vont le faire peut-être pour des raisons éthiques, pour des raisons moraux, mais tant qu'il n'y a pas un système en place qui oblige les gens à faire ce qu'ils doivent faire, donc il y aura toujours des personnes qui ne vont pas faire leur travail. Donc, la meilleure solution, justement, c'est de pouvoir mettre en place un système, une gouvernance correcte, un management correct pour que lorsqu'il y a des problèmes avec des agents de santé indélicats, je vais dire, on puisse sanctionner. Et moi, j'appelle toujours la population à réclamer aussi ses droits. Parce que lorsque vous allez dans un centre de santé et que vous n'êtes pas pris en charge, il y a des recours normalement pour se plaindre. Et ça, malheureusement, on ne le voit pas encore dans notre pays. Et nous appelons aussi la population justement à réclamer parce que la santé, c'est un droit. Quand on dit couverture sanitaire universelle, c'est ancré, profondément ancré dans les droits humains. C'est un droit, on parle toujours du droit à la santé, de la santé pour tous. Donc, un droit, ça se réclame. Donc, comme on réclame d'autres droits, nous avons aussi le droit de réclamer ou bien de faire appel lorsqu'on va dans un centre de santé, dans une structure sanitaire et on n'est pas bien pris en charge. Mais pour réclamer, il faut savoir... Où réclamer. Où réclamer. C'est à qui s'adresser. Justement pour ça que le Centre de recherche en reproduction humaine et en démographie, le CIRUD, en collaboration avec d'autres structures comme déjà le ministère de la Santé, le Herb COP, qui est une communauté de pratique pour tous les prestataires du système de santé au Bénin, nous organisons justement la journée de la couverture sanitaire universelle demain. Et c'est une journée porte ouverte qui est ouverte à tout le monde pour justement informer la population sur tous ces aspects-là et pour amener aussi les autorités politiques à prendre des décisions courageuses. Parce que, comme je ne vais pas citer d'autres exemples, mais vous voyez dans d'autres exemples quand même, lorsque le niveau politique prend des décisions courageuses, les gens sont obligés de suivre. Forcément, donc, parce que c'est le haut niveau. Voilà, ça doit être la même chose aussi dans le secteur de la santé. Est-ce qu'une journée porte ouverte suffit-elle à corriger tout ce dont vous venez de parler? Pour nous, la journée porte ouverte, c'est juste pour donner un signal, c'est pour donner un signal très fort en disant que voilà, nous sommes engagés pour la couverture sanitaire universelle. Nous avons veillé à inviter beaucoup d'acteurs de la société civile parce que nous comptons sur eux comme relais pour qu'au-delà de cette journée porte ouverte-là, il y ait toujours des actions continues pour travailler sur la couverture sanitaire universelle. Et comment pensez-vous pouvoir amener les gens à comprendre réellement leurs droits et à comprendre qu'il faut les réclamer? Déjà, il faut l'information. Il faut porter l'information. Donc, nous allons essayer de travailler sur ça. Nous travaillons, merci déjà à Eden TV. C'est pour ça que nous avons demandé aussi d'avoir des plages au niveau des médias pour informer les gens. Nous allons utiliser les réseaux sociaux aussi parce que de plus en plus, il y a des jeunes qui utilisent les réseaux sociaux. Même si toute la population n'a pas accès à ça, ceux qui ont accès à ça pourront aussi diffuser l'information. Et ensuite, en dehors de l'information, l'autorité politique aussi, quand je dis l'autorité politique, je ne parle pas que du gouvernement. Il y a le gouvernement, bien sûr. Il y a toutes les déclinaisons du gouvernement, que ce soit départemental, au niveau des zones sanitaires et même au niveau des structures sanitaires, doivent être obligés à un moment donné de mettre des lignes claires des recours clairs, de montrer des recours clairs. Donc une ligne verte, par exemple, ou un moyen de SMS pour que la population soit informée. Voilà. Nous, au niveau de notre centre de recherche, nous avons commencé à travailler activement justement sur la participation citoyenne. Donc quand nous parlons de participation citoyenne, c'est justement comment la population peut participer à sa propre santé, mais aussi peut réclamer ses droits. Donc, c'est important. J'espère que nous allons revenir en parler lorsque le projet va commencer. Voilà. Vulgariser et faire l'exercice dans les autres langues aussi. Exactement. Et l'autre chose, vous savez très bien que ce peuple, le vôtre, le nôtre, est très peu enclin à faire ces genres de réclamations, ces genres d'exercices, parce que ce n'est pas forcément dans notre culture. Après que vous aurez fait tout ceci, comment pensez-vous vraiment que la réaction que vous voulez puisse être une réalité? Pour nous, en santé publique, on dit souvent qu'il faut travailler de façon continue et il faut travailler sur le feedback. Le feedback, c'est le retour. Donc, très souvent, ce n'est pas juste, comme vous l'avez dit, ce n'est pas juste faire une journée, porte ouverte et de parler et puis c'est fini, on n'en parle plus, mais c'est de façon continue
lancer l'information, mais surtout donner l'opportunité aux gens de faire du feedback. Et quand on dit le feedback, c'est pour ça qu'on a parlé par exemple des SMS, qu'on a parlé des réseaux sociaux, parce que c'est contrairement à la radio ou à la télévision, en dehors des émissions interactives où la personne reçoit juste, les autres canaux permettent quand même d'avoir du feedback. Et c'est prouvé qu'au fil du temps, les gens commencent par comprendre que c'est notre droit. Et surtout lorsqu'il y a des réponses, parce que lorsque les gens réclament et qu'il n'y a pas de réponse, ça décourage. Et c'est vrai que ce n'est pas dans notre culture de réclamer, mais aussi ce qui décourage, c'est lorsqu'on réclame et qu'on n'a pas de suite ou qu'on n'a pas de réponse. Donc je ne vais pas perdre mon temps justement à aller réclamer alors que je sais que je n'aurai pas de suite. Mais lorsqu'on voit qu'au fil des réclamations, il y a quand même des changements dans la qualité des services qui sont offerts, il y a des changements dans la disponibilité, ça encourage la population à réclamer. Donc, c'est vraiment un travail de longue haleine, ce n'est pas quelque chose d'une journée. Je vous vois bien déterminé, là. C'est sûr. J'espère simplement que vous allez pouvoir réussir. Alors, parlons maintenant des services de qualité. Hein, la deuxième condition pour déjà, même pour finir avec l'accès équitable, je voulais aussi dire le dernier volet, et ça, c'est vraiment la fonction régalienne de l'État, c'est l'accès des indigents aux soins de santé. Parce que il faut mettre en place un système pour que les indigents puissent avoir accès, même quand ils n'ont pas assez de moyens financiers. Donc, il y a tellement d'exemples qu'on ne va peut-être pas rentrer dedans. Est-ce que vous avez l'impression que les indigents sont aujourd'hui priorisés, sont aujourd'hui, de toute façon, il y a sur le plan politique, en tout cas, au niveau de l'agenda politique, la prise en charge des indigents est très élevée. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau de l'agenda politique, donc c'est-à-dire tout le monde en parle, tout le monde dit c'est important. Maintenant, il faut aller une étape plus loin, c'est-à-dire il faut prendre des actions. Donc, il y a beaucoup d'actions qui ont commencé déjà à être prises. On a entendu parler du RAMU dans le temps. Il y a la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans. Nous sommes en train d'aller vers l'Arche. Donc, tout ça, c'est des initiatives pour montrer quand même que les gens pensent aux indigents. Maintenant, le problème, c'est entre penser et les laisser venir. Entre penser, agir et vouloir et pouvoir agir, il y a une longue route. Et en fait, le directeur général de l'OMS le dit, la couverture sanitaire universelle, c'est un long chemin. Mais l'essentiel, le plus important, c'est de pouvoir faire un pas à chaque fois et surtout apprendre de ses erreurs. Parce qu'il faut très vite savoir si on se trompe et pouvoir revenir rapidement en arrière. Et là, les citoyens aussi peuvent jouer un rôle en disant attention, ce que vous êtes en train de faire, à un moment donné, ça ne marche pas et l'État devra pouvoir prendre en compte toutes ces recommandations-là pour améliorer. C'est très important. Très important. Alors maintenant, sur la qualité. Oui, sur la qualité des soins, on n'en parle pas beaucoup quand on parle de couverture sanitaire universelle, mais c'est important parce que lorsque vous avez difficilement pu avoir accès aux soins et que vous avez accès et que la qualité n'y est pas, vous voyez bien qu'on n'a pas le résultat de santé pour tous. Et pour la qualité des soins, plusieurs actions sont déjà faites au niveau du pays. Déjà, vous avez entendu parler souvent on va de plus en plus vers la prise en charge par des agents qualifiés. Donc, de moins en moins, on met vraiment l'accent sur la prise en charge des agents qualifiés. Et très souvent, les indicateurs qu'on présente au niveau des pays, de plus en plus, on élimine tout ce qui n'est pas fait par des agents de santé qualifiés. Donc ça, c'est une action déjà qui est faite. Et les autres actions de qualité qu'on pourrait faire, c'est vraiment de sensibiliser un peu plus les agents de santé et d'utiliser beaucoup plus les protocoles de soins pour assurer la qualité. Donc ça, c'est encore tout un volet sur lequel il faudrait travailler pour assurer la qualité des soins. Parlant de qualité des soins, il y a quand même un fait que j'ai bien envie de soulever ici. On n'en parle pas souvent sous d'autres cieux. C'est des procès pour les erreurs médicales. Mais ici, c'est pratiquement rien. Les gens meurent dans le silence. Qu'est-ce qui se passe entre vous, médecins? Est-ce que vous vous dites des vérités? Parce qu'il y a plein d'erreurs médicales. Des gens qui meurent, qui décèdent vraiment par erreur du corps médical. Et pourtant, on ne dit rien. On se remet à Dieu, on se remet entre les mains de Dieu. On dit, c'est Dieu qui a voulu, et puis voilà, c'est fini. À la prochaine erreur. C'est Dieu qui a donné. Dieu a repris. Ça ne devrait pas être comme ça normalement. Il y a
Pour ce que je sais, les actions sur la qualité qui sont en train de se faire, par exemple, nous, notre centre, le Centre de recherche en reproduction humaine et en démographie, est très, très engagé dans les audits de décès, surtout les audits de décès maternels. C'est un mécanisme d'assurance qualité. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un décès, qu'aucun décès ne passe inaperçu, surtout les décès de femmes pendant la grossesse ou pendant l'accouchement, que ces décès ne passent pas aperçus. Donc, on décortique chaque décès et on essaye de se dire qu'est-ce qui n'a pas marché jusqu'à ce que cette dame-là décède et quelles sont les décisions que nous allons prendre pour que une autre femme dans la même situation connaître un tel cas. Voilà, n'est plus un cas. Donc, il y a ce mécanisme-là qui est sur lequel nous sommes très, très engagés. Mais quand on parle de qualité, c'est vraiment multisectoriel, c'est multidimensionnel. Il y a aussi la problématique, vous avez parlé des procès, la problématique des procès et de la réclamation. Je vois ça difficilement dans les mains des acteurs de la santé. Parce que si on les laisse dans les mains des acteurs de la santé, ça ne va pas vraiment prospérer. Donc, c'est beaucoup plus la société civile, beaucoup plus les citoyens et d'autres entités qui devraient prendre des actions dans ce sens-là. Oui, mais est-ce qu'entre vous, agents de santé, médecins qualifiés, professeurs, est-ce que le cas des erreurs médicales est quand même souvent évoqué, traité? Est-ce que vous en discutez? Voilà. Malheureusement, je vais reparler encore de ce que je sais, qui est les audits des décès maternels. Souvent, les audits des décès maternels, on invite toujours ceux qui ont suivi le cas et d'autres personnes, justement, pour pouvoir travailler sur ces décès maternels-là. Et ça, on se dit, comme dit souvent ma directrice aime bien le dire, on se dit la vérité 4 ans parce que nous sommes des agents de santé. Si tu fais mal, on te dit que tu as mal fait. Et très souvent, chaque année, on fait un point de tous ces décès-là qu'on restitue maintenant à toute la communauté sanitaire. Ça, c'est un premier volet. Maintenant, il y a l'ordre des médecins, l'ordre des sages-femmes et l'ordre des infirmiers qui, normalement, devraient prendre des actions de sanctions pour ces agents de santé-là. Et ça, c'est vrai que c'est très timide, mais ça a commencé. On n'a aucune connaissance de cas avérés où un médecin a été puni pour erreur médicale. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça a commencé. Et par exemple, pas plus tard que la semaine passée, il y a eu un procès d'une sage-femme dans le Nord pour cette erreur médicale-là. Donc, ça a commencé timidement, mais ça a commencé. Et c'est vers ça aussi, on veut appeler les gens, que ce soit tout ce qu'on peut faire justement pour améliorer la qualité des soins. Parce que ce n'est pas seulement les acteurs de la santé qui vont le faire. Vos audits de décès prennent en compte quel échantillon? En général, on travaille, toutes les zones sanitaires du Bénin font des audits de décès maternels. Donc, tout décès est audité. C'est vrai qu'on n'arrive pas à tous les auditer. L'année passée, en 2016, on a eu autour de 60% de cas audités. Donc, nous allons améliorer ces décès. Mais tout décès maternel devait être audité pour qu'on puisse tirer des erreurs de ça. Pardon? Est-ce qu'il l'est systématiquement? La politique actuelle engage à le faire. Et il y a plusieurs zones sanitaires qui font 100% des décès maternels. C'est vrai qu'il y a quelques zones qui sont encore en arrière, mais on est en train de travailler pour que ça devienne systématique parce que c'est la norme, en tout cas. C'est déjà ce que l'autorité a demandé. Donc, il y a un arrêté pour ça qui demande à ce que tout décès maternel soit audité. Donc, c'est quand même, comparativement à quelques années où on ne faisait rien, on est quand même à 60% d'audits de décès maternels. Et nous comptons aller. Les résultats de ces audits ne servent qu'à vous livrer une partie aux parents? Très souvent, on fait le feedback à la communauté. Ce n'est pas tout, parce que ça coûte cher, donc ce n'est pas dans toutes les zones sanitaires. Mais par exemple, à Djoum, à Sakete, nous avons fait le feedback à la communauté. Nous avons dit, après les audits de décès maternels, nous avons audité tel nombre de cas. Voici ce que nous avons vu du côté des agents de santé comme erreur. Voici ce que nous avons vu du côté de la communauté comme erreur et on travaille ensemble avec les communautés pour ça. Oui. Mais ce n'est pas encore systématique parce que ça coûte beaucoup d'argent. Donc, on espère pouvoir amener quand même toutes les zones à faire ce feedback. Mais tout au moins, la revue au niveau des structures sanitaires, ça se fait. Et le feedback aux agents de santé aussi, ça se fait. Ça se fait. Oui. D'accord. À présent, l'élément, le nec plus ultra, on va dire, de cette situation qui réfrène l'ardeur des populations à aller vers les agents de santé, c'est quand même le nerf de la guerre. Oui, c'est le coût.
Le coût. Voilà. Le coût, c'est vraiment le nerf de la guerre. La protection sociale est très importante parce que s'il faut vendre après un soin, sa moto, sa maison ou sa voiture, voilà, on a réglé le problème de santé, mais après on tombe dans la pauvreté et c'est encore d'autres soucis. Pour cet aspect-là, déjà, au niveau du système de santé, il y a tout un travail à faire sur le coût des prestations, sur comment éviter le gaspillage, etc. Mais la santé n'est pas gratuite, comme on dit, ça a un coût. Mais l'idée ici, c'est de tout faire pour que le coût ne soit pas à la charge de l'usager au moment où il a besoin de ça. Et c'est vers tout ça que concourent toutes les démarches d'assurance maladie. Et je pense que c'est de ça que le gouvernement aussi est en train de faire. Déjà, on a essayé avec le RAMU, maintenant on va vers l'ARCHE. Donc ça veut dire que le gouvernement est conscient qu'il faut vraiment mettre en place un système de sécurité sociale, un système d'assurance maladie pour que tout le monde puisse être dans ce système et ne soit pas obligé de payer de sa poche au moment où il a besoin des soins. Oui, mais là, j'ai de très bonnes intentions, Madame Kefilat Bello, mais vous n'êtes pas sans savoir, hein, sur le terrain, c'est hideux ce qui se passe. Vous voyez des agents, non pas des agents, des malades, vraiment mal en point, qui déboulent. Et on exige, si vous ne passez pas à la caisse, on ne peut pas les toucher. Résultat, 2 heures, 3 heures de temps après, c'est des gens qui décèdent. Okay. C'est dommage qu'on n'ait pas à l'affiche de notre journée, justement. Vraiment. Le message que nous voulons passer, c'est surtout ça. Donc, sur notre affiche, on voit ce citoyen qui est dans son champ, qui s'est blessé avec sa roue. Et voilà, l'agent de santé lui demande, paye d'abord avant de se faire. Avant de te faire soigner. Effectivement, ça, c'est inadmissible. Et comme vous l'avez dit, c'est bien beau de faire des discours. Nous sommes tous d'accord que c'est inadmissible. Maintenant, c'est qu'il faut travailler pour voir comment est-ce qu'on va vers... Parce que ce n'est pas, malheureusement, ce n'est pas très simple de mettre en place un système d'assurance maladie. Vous ne pourrez pas sensibiliser ces agents-là. Le cas est vraiment patent au niveau des urgences. Ici, au CNHU de Cotonou, je vous assure, des gens sont vraiment mal en point. Mais on doit voir leurs parents. Ils doivent passer à la caisse avant qu'on ne leur produise les premiers soins. Et de la même manière aussi... Est-ce que votre lutte n'est pas vouée à l'échec face à cette situation? Je vous assure, moi j'ai tenté d'en discuter avec des gens au niveau des urgences, mais ils m'ont dit, écoutez, ici, on n'est pas dans la maison de Dieu. Ce n'est pas les bons dieux-arts qui jouent ici. C'est des réactifs, les médicaments, tout ça là, a un coût. Alors, voilà. qui va y faire face? C'est pour ça que je dis la santé a un coût. Nous voulons que ça soit gratuit ou moins cher pour l'usager. Abordable. Abordable pour l'usager, mais nous devons être conscients que la santé a un coût. Et malheureusement, moi, personnellement, je ne peux pas vous donner de réponse parce que de la même manière où il y a effectivement des patients vous êtes agent de santé, vous êtes médecin. Oui, et de la même manière, il y a aussi chaque jour... Bon, ça, je témoigne au nom des agents de santé parce que je suis aussi agent de santé. Il y a chaque jour des agents de santé qui sont obligés de cotiser de leur poche pour payer des médicaments. Et je peux vous dire que ça ne fait rien parce que ça ne règle pas du tout le problème. Donc vraiment, c'est pour ce vers quoi nous devons vraiment lutter, nous engager pour qu'au plus haut niveau, déjà au niveau du gouvernement, les initiatives pour aller vers la couverture sanitaire universelle ne soient pas juste des discours, que ce soit vraiment de l'action et que nous-mêmes, au niveau de la société civile, que nous puissions à chaque fois mettre la pression, travailler. Donc c'est vraiment quelque chose que tous les citoyens, c'est quelque chose à laquelle tous les citoyens doivent mettre la patte parce que c'est très très complexe. Et voilà, le chemin n'est pas facile vers la couverture sanitaire. J'aurais bien voulu avoir à votre place le ministre de la Santé ou en tout cas... Non, notre ministre est très conscient. Les hauts dirigeants, parce que ça c'est vraiment un problème, hein, c'est un problème sérieux. À un moment où vous appelez tout le monde à aller vers les agents de santé, vers les centres de santé, mais on les décourage. On les délaisse parce qu'ils n'ont pas les moyens. Pensez-vous vraiment qu'on puisse atteindre cet objectif-là? Je voudrais justement vous inviter, vous, en tant que journaliste, mais aussi toute la communauté, justement, à ne plus se taire sur ces aspects-là et à vraiment mettre la pression pour que toute décision qu'on prend puisse vraiment être focalisée vers l'atteinte de cette couverture sanitaire universelle. C'est très important. Oui, mais il y a beaucoup de travail, donc nous devons nous lever comme on dit. Et la journée à quelle édition cette année? La journée, c'est la 4e édition cette année, de la journée internationale, mais c'est la première fois qu'on la célèbre au Bénin. Oui, c'est la première fois qu'on la célèbre. Sinon, j'allais vous demander l'impact, parce que c'est des choses importantes dont on parle. C'est une journée très importante, mais quel est le résultat sur le terrain? Le premier impact quand même sur le plan international, déjà, c'est que
on en parle au moins. Parce qu'il y a quelques années, on n'en parlait pas beaucoup. C'est vrai qu'on a parlé de santé pour tous, on a parlé, mais ça n'a jamais été aussi haut sur l'agenda politique. Actuellement, toutes les organisations internationales en parlent. Donc, en dehors de cette journée, il y aura beaucoup d'autres manifestations. Donc, ça, c'est déjà un premier résultat. Donc, au-delà de parler maintenant, nous devons aussi aller un peu plus vers l'action. Et pour cette journée que nous organisons demain, notre devise, c'est « Au nom de la fraternité, il est temps d'agir ». Parce que notre devise au Bénin, c'est fraternité, justice, travail. Mais le volet fraternité, il faut qu'on sache ce que ça veut dire. Donc, c'est pouvoir. Et même quand on parle des sites, nous-mêmes en tant que citoyens, parfois quand on dit on va faire... Il y a eu des initiatives de mutuelles de santé, mais qui n'ont pas marché. C'est vrai que pour que la mutuelle marche, il faut vraiment une volonté politique. Mais déjà, nous-mêmes, on se rend compte que c'est ceux qui sont malades qui vont cotiser, alors que ceux qui sont en forme ne cotisent pas. Ça, c'est déjà un problème comportemental qui ne va pas avec la fraternité. La fraternité, et pour que l'assurance maladie marche, c'est que ceux qui sont riches ou en activité cotisent pour ceux qui sont pauvres, et ceux qui sont en bonne santé cotisent pour ceux qui sont malades. Donc, il ne faut pas se dire, moi, je ne suis jamais malade, je ne vais pas cotiser, je ne vais pas adhérer à l'assurance maladie. Donc, c'est la solidarité. C'est la solidarité. Donc, vous voyez que l'action, c'est tout le monde qui doit mener cette action-là. Il faut effectivement une volonté politique claire. Ça c'est prouvé sous d'autres yeux. C'est prouvé que quand il n'y a pas la volonté politique, ce n'est pas possible. Parce que les toutes petites mutuelles, sans qu'elles ne soient soutenues, elles ne peuvent pas survivre. Mais au niveau des citoyens aussi, il faut beaucoup d'actions pour que nous puissions. Donc, c'est un travail vraiment de tous les citoyens. Docteur Kefilat Bello, nous arrivons au terme de cette émission. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier mot? Mon dernier mot sera d'inviter toute la population, tous les citoyens et tous ceux qui sont engagés pour le droit à la santé, à la direction départementale de la santé du littoral demain. C'est à Plakodji, juste un peu avant l'ancien pont. Donc nous allons discuter de la couverture sanitaire universelle demain 12 décembre 2017 de 15h à 18h. Mais la mise en place commence à 14h, parce que nous allons effectivement démarrer à 15h. Merci à vous. Merci vraiment d'être venu jusqu'à nous, ici à Glo, pour quand même poser cette problématique afin d'aider les populations à comprendre quel est leur rôle, mais également les pouvoirs publics, à savoir prendre les décisions qu'il faut pour qu'on atteigne réellement la couverture sanitaire universelle, parce que lorsqu'on tombe malade, c'est à l'hôpital qu'il faut aller se faire soigner, c'est à l'hôpital qu'il faut aller pouvoir trouver solution à ces maladies. Alors, il ne faut pas rester chez soi et dire, ouais, j'ai pas les moyens, en tout cas, je ne pourrais pas y aller. C'est maintenant le moment d'y aller forcément pour aller se faire soigner, pour éviter d'autres problèmes qui viendront s'ajouter à cette maladie déjà que vous avez. Merci en tout cas, Dr Kefilat Bello. Merci et aussi. Merci vraiment pour cette opportunité que vous donnez aux populations d'en comprendre un mot. Nous espérons simplement qu'elles pourront faire ce qu'il faut. Merci. Merci, Peggy Ludovic Dagba. On vous raccompagne. Juste après vous, ce sera Geek, où nous aborderons Messenger Kid, une nouvelle application Facebook qui simplifie le contrôle parental. Eden chez vous. Eden chez vous est une nouvelle opportunité mise à votre disposition par Eden TV pour vous permettre de mieux communiquer à moindre coût en cette période de fin d'année. Vous êtes commerçant ou commerçante, opérateurs économiques et responsables d'ONG, acteurs de la chaîne économique et du développement. Vous voulez communiquer sur vos affaires, faire profiter vos clients et partenaires de vos offres de fin d'année. Profitez de ce rendez-vous quotidien qui vous est offert par Eden TV à des tarifs défiant toute concurrence. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le 62 119 32 32. Eden TV, le bonheur d'être à vous. Les hommes qui sont circoncis sont protégés à 60% contre la transmission du VIH lors de rapports sexuels avec une femme contaminée. Tu sais, franchement, je crois qu'il faut que tu finisses avec lui. C'est mieux pour toi. Ma cousine, toi, mais il faut me donner un peu de temps pour les réformes. C'est l'argent. Réforme. C'est réforme. Tu te trompes largement. Largement, toi, tu ne peux rien avec Mariam. Moi, j'ai de l'argent plus que toi. Ah bon? Hein? Tu te vois? Tu n'as rien. Tu te regardes? Regarde. Moi, je suis un beau gars. Ah. Hein?
Toi, tu es trop gros, là. Hein? Non, toi, tu ne peux rien. Hein? Le plus important, c'est de suivre les conseils que je t'ai prodigués. Et puis, tu m'as dit que tu as eu plusieurs partenaires sexuels, n'est-ce pas? Oui, madame la conseillère. Je te comprends. Ti, tu as des capotes? Des capotes? Je ne sais pas. Attends. Ah oui, j'en ai. J'en ai plus. Oh, dommage. Tu peux pas faire sans capote. Ben, écoute, hein. En plus, tu vas pas me faire chier. Je t'ai offert une moto, Janana, et tu n'es même pas fichu de... Et après? Et après? C'est quoi ça, là? Tu le sais. Plus de rapports sexuels sans préservatif dans cette maison tant que nous n'aurions pas fait nos tests de dépistage. Et il faut que ce soit négatif des deux côtés. Bien sûr, hein, je te jure, c'est tout ce qui me séduit chez Grégorienne. Elle est belle, très intelligente. Je donnerai tous les biens de mon père et de ma mère réunis pour avoir une partie de chair contre chair avec elle. Je suis fou d'elle. Tu ne sais pas qu'il y a le sida. Tu ne sais pas qu'il y a le sida. Et que la vie devient chère. C'est vrai qu'il y a le sida. Mais ce n'est quand même pas une déesse comme Grégorienne qui va être porteuse d'un si sale virus. Donc tu me le cachais. C'est pourquoi tu m'évites. Mais n'oublie pas que je ne t'ai jamais demandé de coucher avec moi sans préservatif. C'est toi qui voulais chair contre chair. Bon. Dehors. Le sida est une maladie causée par un virus appelé VIH. Le VIH est évitable par l'utilisation du préservatif lors des rapports sexuels, par l'utilisation de seringues ou autres injections et outils tranchants non contaminés et de sang non contaminé lors des transfusions sanguines. La circoncision masculine permet de réduire la contamination par le VIH chez l'homme, tandis que l'administration d'antirétroviraux aux mères vivant avec le VIH interrompt la transmission du virus à l'enfant pendant la grossesse, l'accouchement, le postpartum et l'allaitement. Et maintenant, nous sommes tous des geeks, vous l'aurez compris, avec Modeste Ondekmondi. Bonjour à vous. Bonjour Loris, Freddy d'abord, bonjour madame, messieurs. Nous sommes tous connectés. On aborde Messenger Kids. Que doit-on savoir de cette nouvelle application qui simplifie le contrôle parental? Voilà, cette application, il faut rappeler déjà, c'est une question que se pose tout parent qui voit son enfant utiliser un smartphone ou bien en tout cas un téléphone de haut de gamme que nous avons actuellement qui nous donne accès à des plateformes d'échange de messages ou bien à des plateformes d'échange de photos, de vidéos. Donc la question se pose au niveau des parents et la plateforme sociale Facebook a essayé de recueillir des avis divers, bien sûr, au niveau des parents, au niveau des techniciens de la sécurité en ligne ou bien de tout ce qui a rapport avec la conscience des enfants. Il y a aussi les enfants qui ont participé bien sûr à ce sondage-là et c'est de là qu'est ressortie cette application, cette nouvelle application de Facebook qui n'est rien d'autre qu'orientée vers les enfants cette fois-ci. Et ce ne sera pas rien que les enfants qui auront accès à cette application. Pour que l'enfant utilise cette application sur son smartphone, il faudrait des autorisations parentales. Et c'est là justement que la chose est intéressante. Mais il faudrait maîtriser cette application en tant que parent. Et bien sûr, parce que c'est d'abord le parent. Installer, configurer. C'est d'abord le parent qui crée, qui télécharge l'application. Il faudrait savoir le fait plus que l'enfant. Bien sûr, bien sûr, mais bon... Il y a de 16 enfants maintenant. Il y a de 16 enfants, bien sûr, mais ce qui est bon à savoir au niveau de cette application, c'est que la configuration de base de l'application dépend du parent. Dépend du parent. Parce que, pour d'abord, vous téléchargez l'application et il faut être parent et c'est à partir de votre compte, comme vous voyez déjà à l'écran, à partir de votre compte que vous allez accéder au onglet Afficher plus juste après en tout cas l'icône d'événements, création d'événements, de pages et autres là. Vous appuyez sur Afficher plus là et vous aurez maintenant l'icône de Kids. C'est vrai, tout le monde peut avoir accès à l'icône de Kids
que vous soyez parent ou pas. Mais dès que vous cliquez là-dessus, il y a des informations que ça va vous demander. Et si vous n'êtes pas parent, vous ne pouvez pas, à moins que vous mentez, je suppose par exemple que je suis parent de Loris, et puis je vous mets comme enfant. Et là, tout ce que vous allez publier, c'est moi qui vais autoriser. C'est un peu ça. Donc, il faut que le parent accède à ça à partir de son profil. Et maintenant, après avoir cliqué sur Messenger Kids, il y aura une autre fenêtre qui s'affiche et qui demande maintenant de renseigner. Et c'est comme ça que vous allez suivre la procédure jusqu'à créer le compte pour l'enfant. Maintenant, ce n'est pas fini. Dès que vous finissez la configuration de du compte de votre enfant, il va falloir que tout message ou bien toute photo ou toute vidéo que l'enfant voudrait envoyer à ses contacts, des contacts que vous-même vous auriez ajoutés à partir de votre compte, c'est à vous de suggérer des contacts à vos enfants. C'est-à-dire, l'enfant ne peut pas aller choisir, en tout cas, être ami à qui il veut, même si c'est en tout cas un membre de votre... Voilà, c'est vous qui l'orientez. Donc, c'est uniquement les parents, la famille que l'enfant a le droit de choisir. Mais si c'est ses amis, par exemple, c'est vous qui allez autoriser. Maintenant, le message qui serait envoyé, ou bien la photo ou la vidéo qui serait envoyée, vous devrez d'abord approuver cette vidéo, bien ce message, avant que ça ne parte. Donc, c'est un peu ce qui est bien au niveau de Messenger Kids, parce que vous savez, les parents s'inquiètent toujours, mais comment faire pour contrôler les activités de nos enfants sur les plateformes sociales avec les multitudes de réseaux sociaux qui se créent de jour au lendemain. Bon, voilà. Donc, c'est un peu dans cette optique que Messenger Kids est venu. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut rappeler, avant de terminer rapidement. Il faut rappeler que ce n'est pas... Messenger Kids n'est pas encore disponible pour tout le monde actuellement. C'est uniquement disponible aux États-Unis, sûrement avec la plateforme iOS. Donc, ceux qui disposent des iPhones peuvent avoir cette application. Mais il faut surtout se méfier parce que actuellement, la chose n'est pas encore disponible de Google Play Store ni des Android. Mais si vous allez maintenant dans Google Play Store, vous lancez, vous allez voir un Messenger Kids qui est là. Attention, ce n'est pas le vrai. C'est juste une application mise à part des hackers ou bien des personnes mal intentionnées, juste parce qu'ils ont connaissance qu'il y a déjà Messenger Kids qui existe et qui est orienté pour les enfants. Donc c'est un peu ça. Modeste Roulepondi, c'est son nom. Il est community manager. Il gère de main de maître les différents sites internet de la radiodiffusion Diaspora FM et celui de Eden TV. Bonne journée. Merci Loris. Et à vendredi. Et bonne journée à tous nos fans des médias sociaux que nous avons, rapidement, que je les rappelle. Bien sûr, le site web, vous pouvez y faire tout en tapant juste Bénin-de-6 Eden.tv en minuscule. Et pour la radio, BéninRadioDiaspora.fm. Vous pouvez nous retrouver également sur les plateformes sociales Facebook, Twitter et YouTube aussi. Merci. Voilà, du geek, oui, mais très prolixe aussi. Voilà, on poursuit maintenant, on installe Arnaud Maury Agoua pour la chansonnette. Voilà, vous l'aurez constaté à travers le petit bruit que vous avez suivi chez vous à la maison. Oui, c'est Ahmed qui s'annonce, Ahmed Arikba. Vous comprenez à demi-mot ce dont il est question. Bonjour, Maury. Bonjour, Freddy Loris d'abord. Bonjour, téléspectateurs de Eden TV. Ahmed Arikba a failli défoncer la porte de ce studio. Tout à l'heure, il sera là et puis voilà. Ça participe de la stratégie de compensation de sa taille. Ça se comprend à demi-mot. Je m'insurge contre cette phrase parce que vous devez attendre qu'il vienne se prononcer avant de l'attaquer. La chansonnette. Alors, la chansonnette à présent, madame, messieurs, aujourd'hui, nous allons recevoir une fois encore une personnalité qui a été dégoûtée grâce à Corneille Aïssé. Celui que nous allons recevoir aujourd'hui à nom, Léopold Yankadia, j'espère que le nom vous dit quelque chose. C'est bien sûr le directeur de l'agence béninoise pour l'environnement, ABE. C'est lui qui a poussé la chansonnette. J'ai simplement aimé et je vous invite à suivre. Je croyais n'avoir pour elle qu'une affection fraternelle. Je pleurais pour simple plaisir, mon amour pour Célestine. Puis pendant bien longtemps, j'ai douté de mes sentiments. Oh, je l'ai toujours aimée sans vouloir lui avouer.
J'ai dû lui écrire ce que j'avais à lui dire. Elle m'a dit au retour qu'elle acceptait mon amour. À présent, je veux lui offrir mon cœur dans un joli bouquet de fleurs, en lui promettant sur l'honneur de toujours faire son bonheur. Moi, je suis un garçon timide, chaque fois je me dessine. Même si mon cœur résiste, j'ai ma langue qui résiste. J'ai dû lui écrire ce que j'avais à lui dire. Elle m'a dit qu'au retour, qu'elle acceptait mon amour. À présent, je veux lui offrir mon cœur dans un joli bouquet de fleurs, en lui promettant sur l'honneur de toujours faire son bonheur. Nous allons nous unir pour le meilleur et pour le pire. Elle sera ma moitié, je serai sa moitié. Nos joies seront les mêmes, nous partagerons nos peines. Elle sera mon seul amour et je l'aimerai pour toujours. À présent, je veux lui offrir mon cœur dans un joli bouquet de fleurs, en lui promettant sur l'honneur de toujours faire son bonheur. Voilà. J'aimais bien cette chanson. Oui, tu sais, moi j'ai étudié sous la tutelle de ma grande sœur. C'est elle, paix à son âme, c'est elle qui m'a gardé, qui a pris soin de moi. Et elle aimait chanter ça. Donc, je l'écoutais fredonner ces chansons et j'ai gardé ça comme ça. J'ai toujours chanté, c'est vrai, ça m'arrive. Voilà. Et puis les paroles sont douces, il y a de l'amour, il y a de l'espoir, de l'espérance, il y a la foi, et puis il y a la beauté. Tu vois. Je crois que c'est des parties de la chanson qui frappent. Ouais, il frappe. Et moi, j'aime tout ce qui est doux, calme, tout ce qui se fait avec le cœur, la tête. Voilà. C'est pourquoi j'aime bien cette chanson. Je croyais n'avoir pour elle qu'une affection fraternelle. Je pleurais pour simple plaisir, mon amour pour Célestine. Puis pendant bien longtemps, j'ai douté de mes sentiments. Oh, je l'ai toujours aimé sans vouloir lui avouer. J'ai dû lui écrire ce que j'avais à lui dire. Elle m'a dit au retour qu'elle acceptait mon amour. À présent, je veux lui offrir mon cœur dans un joli bouquet de fleurs, en lui promettant sur l'honneur de toujours faire son bonheur. Pousser la chansonnette sur Eden TV et Diaspora FM, c'est génial. Yes! Oui. Souvenir des premiers amours du campus ou du collège. Oui, on se rappelle encore les cahiers de chant où figurait au premier choix de Daouda, le sentimental. On aurait voulu reprendre cette chansonnette. Oui, tout à fait. Et on a tous chanté dans ce studio. Franchement, on l'espère pour ceux qui étaient à la maison que c'était un grand moment de télévision et de souvenirs pour ceux-là. Et merci beaucoup au directeur Vous avez eu de cahiers de chant au collège? J'avais un semblant de cahier là. Je n'avais pas le temps vraiment de mettre les chants dedans. Il y avait de ces morceaux qu'on mettait au rouge. Oui, tels que... De ces paragraphes qu'on mettait au rouge. Tels que la chanson de Mario pour la première fois. C'est pour la première fois nous nous sommes rencontrés. Comme un fou. Bonne journée, Maurice. Merci, Freddy Loris, d'abord. C'est vrai, l'autre allait quelque peu indifférent, ça se comprend. Oui, il allait indifférent. Bon. C'est l'époque 90. Oui. Ce sont les enfants de la démocratie. Oui, on le lui concède. Bonjour, Ahmed. Bonjour, Loris. Bonjour Loris, bonjour Boris, bonjour à nos amis auditeurs et téléspectateurs. Je vous le concède.
Pas de polémique autour, pas de commentaires. On passe à la sélection d'Eden. J'aimerais juste revenir sur un truc dont vous parlez tout à l'heure. Vous parlez des premières amours donc, du collège ou de l'université. Il ne faut pas oublier qu'il y en a qui ont connu quand même ces premiers amours là, sur les bords du primaire. Ah oui. Faut pas les exclure non plus. Non, oui, tout à fait. Pourvu que ça reste premières amours. Mais voilà. C'est important. Allez, la sélection d'Eden aujourd'hui. J'aimerais revenir en fait sur une célébration qui a eu lieu hier. Est-ce que vous connaissez le World Choral Day? C'est la journée mondiale en fait du chant choral. Ça a eu lieu donc hier. Hier, il faut savoir que c'est une célébration donc à date variable puisque elle a lieu chaque deuxième dimanche du mois de décembre. Donc l'année passée par exemple, je pense que c'était le 11 décembre. Donc cette année, c'était plutôt le 10. Donc hier dimanche. Il faut savoir que c'est donc une célébration qui vise en fait donc à montrer la portée du chant choral. Le chant choral, on le sait donc, c'est ce chant-là qui est pratiqué donc par un chœur évidemment. Quand on parle de chœur, ça fait appel à plusieurs personnes et plusieurs personnes justement qui ne pas confondre avec l'organe du corps humain. Justement. Et donc, en parlant de cœur, évidemment, ici, donc c'est C-H-O-E-U-R. Et donc, quand on fait appel donc, à plusieurs personnes, cela brise d'une certaine manière les barrières. On sait que le monde aujourd'hui donc, est sujet à beaucoup de divisions, à beaucoup de problèmes donc, liés aux croyances religieuses, aux ethnies, aux appartenances donc, ethniques et bien d'autres choses encore. Et cette célébration donc, qui tend donc à vouloir briser ces barrières-là, à montrer que ensemble on peut faire de très belles choses et on le sait aussi donc le chant choral, ce que cela donne au finish c'est toujours assez intéressant. C'est entre autres donc cela l'objectif visé par cette célébration. On n'a pas beaucoup de temps donc on ne va pas trop s'éterniser là-dessus. Et pour coller donc à cette actualité-là, j'ai voulu vous proposer ce matin sur Matin d'Eden dans la sélection d'Eden. Vous le savez, les lundis on fait donc dans du chant gospel. On fait dans du chant gospel. Je vous propose en fait de suivre cette vidéo-là qui remonte à quelques années en arrière quand même. Elle nous est proposée par la chorale gospel Bénin Move Saint et ça chante L'Esprit Saint est là. Un jour s'est levé, Dieu nous a visités. Plonge avec grand plaisir, avec empressement ton regard dans les yeux merveilleux de l'Esprit Saint. Et lis ton avenir dans son beau sourire. L'Esprit du Seigneur, grande source de liberté, ce jardin de l'abondance et la mer infinie des accomplissements. Qu'il fasse de ta personne, de ton avenir, une continuelle et un enchaînement de victoire pour ton équilibre. Le grand jour s'est levé,
Ah oui. J'aurais bien voulu vous faire vivre les commentaires hors antenne. Mais franchement, c'était du gospel, chers amis, pour coller avec la célébration donc, de la journée mondiale du chant choral, le choral avec le gospel qui vont de pair évidemment, pour montrer un peu donc que à travers les divisions qui sévissent par-ci par-là, les guerres donc, de sécession et autres, finalement, le chant choral peut aussi permettre de se rendre compte de ce qui a pas réellement donc, de différence entre les hommes, que l'union fait la force et évidemment le rendu du chant choral qui est indiscutablement quelque chose d'assez intéressant. On a pu donc en avoir la preuve à travers la chorale Move Saint, à travers ce titre-là. L'Esprit Saint est là. Il faut rappeler donc que chaque lundi on parle évidemment gospel pour bien démarrer la semaine, donc la semaine sous la protection divine. Il en sera ainsi sur le plan international aussi. Évidemment, évidemment. Pour coller donc à cela aussi, ce sera du gospel proposé par la chorale de Québec notamment. Et c'est une très belle chanson d'ailleurs, une chanson, un grand classique finalement qui nous propose donc, à savoir le titre Oh Happy Days. Ah oui. Ouais. Belle journée. Un tube culte. Bonne journée. Merci James William Baguidi qui est en train de s'installer tranquillement avec ses galons noirs. Merci Loris Rédy d'abord. Merci à nos amis auditeurs et téléspectateurs. Nous sommes lundi. On se retrouve dans 30 minutes. Voilà, sur Diaspora FM pour la musicale info. Avec M. Ben Alengo en studio, on parlera astrologie. Merci. Vous avez fini? Ouais, mais je pourrais continuer si vous voulez, il n'y a pas de souci. C'est bon. Je continue ou pas? C'est bon, continue à la radio. Là-bas. Oui, sur la 102.3. Allez, bonne journée à toutes et à tous. Alors, James hier, il vous l'a dit, mais il va devoir attendre. Bonjour, James. Bonjour, Loris. Bonjour, Loris d'abord. Bonjour à tous nos amis téléspectateurs et auditeurs. Je ne sais pas qui lui a donné les galons. On vous retrouve dans un peu plus de 5 minutes, juste après la revue des informations sur les plateformes avec Carlo François. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier numéro de la revue internationale pour le compte de cette semaine sur Eden Télévision, revue que nous démarrons par la plateforme Jeune Afrique qui nous amène au Zimbabwe où les vétérans sont des faiseurs de rois. C'est le titre de la plateforme Jeune Afrique pour vous ce matin. Zimbabwe, les vétérans, ces faiseurs de rois. Ils avaient fait Mugabe, ils ont été fin novembre les artisans de la victoire d'Emerson Mnangagwa. Aujourd'hui, les vétérans de la guerre de libération sont de retour au cœur du pouvoir. Au Cameroun, avec Africa News, on apprend qu'un nouvel incident s'est produit à l'Assemblée nationale. C'est le titre de Africa News pour vous. Ce matin, Cameroun, nouvel incident à l'Assemblée nationale. Un député a été légèrement blessé au cours d'une session mouvementée de l'Assemblée nationale camerounaise dans la nuit de vendredi à samedi. En attendant de comprendre le fond de cette information, mesdames et messieurs, nous irons au Rwanda avec la plateforme de Radio France Internationale qui titre le comité de l'ONU contre la torture préoccupé par la situation au Rwanda. Après Human Rights Watch, c'est au tour du comité des Nations Unies pour la prévention de la torture de se montrer préoccupé par la situation au Rwanda. Non seulement la
législation ne serait pas conforme aux standards internationaux, mais il y aurait aussi une absence de volonté du gouvernement rwandais d'enrayer le phénomène. C'est ce qui ressort des conclusions de ce comité empêché de travailler lors de sa visite au Rwanda en octobre 2017. Toujours avec les informations sur le continent africain. Afrique.com nous parle un peu de la stratégie du Maroc concernant un possible référendum au Sahara occidental. Envie de comprendre cette information, merci donc de cliquer sur la plateforme afrique.com. Nous continuons en Europe. Cette fois-ci, mesdames et messieurs, climat, quel bilan pour l'action européenne 2 ans après la COP 21? Avec le Brexit, les fonds régionaux européens en baisse ou pas? C'est une question et c'est une information qu'on peut lire sur la plateforme Europe, toute l'Europe. Tout simplement, mesdames et messieurs, numérique, on ne pourra pas créer de véritables marchés sans assurer la sécurité des produits. Toutes ces informations sont à lire sur la plateforme touteleurope.fr. Mesdames et messieurs, économie maintenant avec cette information aux États-Unis. Si la reconnaissance de la cryptomanie n'est pas encore complète, il sera désormais possible de parier sur son évolution, de quoi donner des gages de sérieux à une devise volatile. Information qui concerne la bourse de Chicago. Ça sera donc tout pour la revue inter de ce lundi matin. Merci à toutes et à tous de votre attention. Nous nous retrouverons demain pour un nouveau numéro. Portez-vous bien et très bonne semaine de travail à chacun et à tous. Bienvenue dans les clés du monde avec James William Baguidi. Il sera question, bien évidemment, de Jérusalem, reconnue capitale d'Israël par Donald Trump. Le monde arabe est en courroux. Non, précise James William Baguidi. C'est le menu, c'est la thématique à aborder dans cette rubrique Les clés du monde. À nouveau, bonjour. Bonjour à nouveau, Loris Freddy d'abord, et bonjour de nouveau à tous les amis auditeurs et téléspectateurs. Eh bien, c'était attendu. C'est avec réprobation et colère que le monde arabe a accueilli depuis son annonce la reconnaissance par Donald Trump, le président américain, de la ville de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Depuis lors, les deux pays, États-Unis et Israël, paraissent bien isolés sur la scène internationale pendant que l'on redoute le déclenchement d'une nouvelle intifada dans les territoires occupés. Question numéro 1. À vous, James William Baguidi. Alors, au regard de l'histoire de cette région, vous comprenez naturellement la réaction, je ne vous apprends rien, du monde arabe. James William Baguidi. Oui, la réaction du monde arabe, elle est très compréhensible et elle procède, comme vous l'avez dit, d'une histoire qui date. Certains vous la feraient remonter à 2500 ans, c'est-à-dire à l'époque biblique, au cours de laquelle Moïse a fait transiter les Juifs de l'Égypte vers ce qu'on appelle donc dans la Bible la terre promise. Mais pour ce qui me concerne, je préfère la dater au début des années 40, des années 50, la fin des années 40, c'est-à-dire un peu après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, au cours de laquelle le peuple juif a connu ce massacre que l'on appelle la Shoah, organisé, orchestré par Adolf Hitler et qui aura coûté la vie à plus de 6 millions de Juifs durant cette fameuse Deuxième Guerre mondiale. À l'issue de cette Deuxième Guerre mondiale, les Juifs décident de s'établir en État puisque, selon eux, s'ils avaient disposé d'un État, d'une oreille internationale attentive à leur sort, ce qui leur est arrivé durant la Deuxième Guerre mondiale n'aurait pas connu cette ampleur. Et
Et c'est ainsi que des territoires ont été envisagés, ont été prospectés, entre guillemets, pour devenir éventuellement ce fameux État juif. On a même pensé à des territoires en Afrique, dans la région de l'Ouganda, de l'Éthiopie et consorts. Mais finalement, le choix des Juifs s'est porté sur la région d'Israël, la région de la Palestine en fait. Et sur cette carte que nous avons à l'écran, on peut voir le processus, je l'ai déjà expliqué la semaine dernière, mais ce n'est jamais inutile de refaire cette explication. Le processus qui a abouti à la situation que nous vivons aujourd'hui. D'abord, donc, le territoire était un territoire colonisé par les Britanniques et donc un territoire sous mandat, c'est ce qu'on appelle la Palestine mandataire. C'était donc avant 1948 et donc qui avait été arraché en temps à l'Empire ottoman, était sous donc mandat de la Grande-Bretagne. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il a été prévu, avec la volonté des Juifs d'établir leur État sur place, il a été prévu un plan de partage. Sur cette image, nous voyons en couleur verte ce qui devait être l'État palestinien et en couleur orangée ou beige foncé, ce qui devait être l'État juif. Et déjà à cette époque-là, la ville de Jérusalem et surtout en particulier ces grands lieux saints avaient été envisagés comme des territoires internationaux, donc une zone internationale sous administration des Nations Unies, ce qui retire autant à Israël qu'à la Palestine la souveraineté sur cette ville-là. Mais en 1948, alors que la proclamation des deux États n'a pas pu être faite, Israël s'est précipité pour proclamer son indépendance, sa souveraineté. Les États arabes de la région, les Palestiniens, se sont mis en courroux et ont déclenché une guerre contre Israël. Le problème, c'est que Israël s'est montré extrêmement forte au cours de la guerre et a vaincu tous ses ennemis. En 1948, il y aura d'autres échauffourées. On parlera de celle de 1956 autour de Suez, mais c'est, je dirais, quelque peu marginal. L'événement le plus important, donc, se produit en 1967. Nous sommes désormais sur la troisième carte. En 1967, les États arabes fomentent une nouvelle attaque contre Israël qui occupait déjà en ce moment-là, donc, une bonne partie des territoires qui avaient déjà été, qui étaient destinés à la Palestine, mais qui ont donc été conquis. Donc, Israël est attaqué à nouveau par les États arabes. C'est ce territoire-là cette carte que nous voyons à la troisième position. Les États arabes sont vaincus en 7 jours seulement par l'État d'Israël. Il s'agit notamment de l'Égypte, de la Syrie, qui sont écrasés par les forces de Tsahal, c'est ce nom-là que l'on donne à l'armée israélienne. Tsahal conquiert donc la je dirais même la totalité du territoire qui appartenait à la Palestine. Donc les Palestiniens n'ont plus d'État à ce moment-là, n'ont même plus de territoire à eux en ce moment-là. Il y a ensuite que le désert la péninsule du Sinaï, qui appartient à l'Égypte, est également conquise par les Israéliens. Au nord, le plateau du Golan est conquis également. Le plateau du Golan est un territoire syrien par lequel donc doit passer forcément l'armée syrienne pour attaquer Israël. Et donc, la stratégie d'Israël, c'est de protéger ces territoires en installant à ses frontières ce qu'on peut appeler un glacis protecteur, un peu comme l'a fait l'Union soviétique pendant la guerre froide. Donc, ces territoires-là, qui le contrôlent, si ces territoires sont attaqués, il considère que c'est une attaque sur son territoire propre et déclenche donc une révolte. En tout cas, à partir de 1967, la Palestine est totalement occupée, la ville de Jérusalem est conquise, c'est-à-dire l'ouest et l'est de Jérusalem sont totalement prises en étau par Israël. Et à partir de ce moment, les Israéliens, les Juifs en particulier, commencent à installer des quartiers d'obédience juive à travers Jérusalem-Est, qui était fortement musulmane au départ. Donc, c'est ainsi qu'on aboutit à cette quatrième carte qui est le résultat des négociations d'Oslo. Les accords d'Oslo vont permettre aux Palestiniens, en tout cas des accords seront signés entre Israéliens et Palestiniens, ceux qui vont même permettre aux leaders israéliens et palestiniens d'obtenir le prix Nobel de la paix
en 1993, si j'ai bonne mémoire. Et donc, certains territoires seront restitués aux Palestiniens. C'est des débris de territoires que l'on peut voir sur cette carte, notamment la bande de Gaza et les territoires occupés. Aujourd'hui encore, la ville de Jérusalem n'a pas été restituée. En 1980, les Israéliens ont proclamé Jérusalem étant une capitale unique et indivisible de l'État d'Israël. C'est cette proclamation que le président américain Donald Trump a reconnue. Donc, en décidant de transférer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv vers Jérusalem. Et c'est ainsi que donc, se déclenche ce courroux du peuple palestinien et du peuple arabe en général que nous sommes en train d'analyser aujourd'hui. Oui, James, je parlais tout à l'heure dans mon introduction, dans mes propos liminaires, du déclenchement d'une nouvelle intifada. Dites-nous de quoi il est question. Alors, l'intifada, c'est la guerre des pierres contre, je dirais, les armes conventionnelles. Sur ces images qui vont suivre, vous allez voir carrément, il y a déjà eu 2 intifadas. Une dans les années 80, au cours de laquelle les populations palestiniennes, avec de simples pierres qu'ils ramassent sur la chaussée, pensaient pouvoir affronter les chars israéliens. Cette image est assez symbolique de ce que c'est que l'intifada. Et vous allez voir, ce sont des centaines. C'est un soulèvement populaire. C'est un soulèvement populaire au cours duquel, et puis tous les jours, ces centaines de jeunes, des milliers même parfois, prennent des pierres. Vous voyez ici, ce sont 2 jeunes filles qui s'en vont vers la ligne de front avec des pierres pour alimenter les jeunes qui sont sur le front en train de se battre contre les forces armées israéliennes. Les pierres sont lancées contre les Israéliens, soit avec des frondes, soit avec parfois de la résine brûlante ou bien des pierres tout simplement qui sont lancées. Les Israéliens répliquent parfois à balles réelles, parfois et le plus souvent à des balles de caoutchouc ou avec des canons à eau. Cela provoque des centaines de morts. Il y a une deuxième intifada qui s'est déclenchée en 2007. D'ailleurs, quelques-unes de ces images proviennent de cette intifada qui a duré de 2000 à 2003 au moins. C'est un événement au cours duquel la colère, elle est alimentée par les destructions qui se font et par la riposte de l'armée israélienne, puisque ce sont de jeunes gens. Vous avez vu tout à l'heure, il y avait des enfants qui étaient en train de lancer ces pierres-là, et certains soldats israéliens ont le cynisme de tirer à balles réelles sur ces enfants, et naturellement le lendemain, à l'occasion ou juste après l'enterrement de ces âmes qui ont été victimes de ces attaques, de nouveaux jeunes se galvanisent et retournent sur le terrain. Il y a un appel aujourd'hui du Hamas, qui est l'un des principaux mouvements palestiniens. Le Hamas appelle à l'intifada contre l'armée israélienne, contre Israël en général. C'est cela qui est redouté aujourd'hui. Si une nouvelle intifada se déclenche, c'est encore un cycle de violence, comme on en a connu tant dans la zone entre les Palestiniens et les Israéliens qui s'annoncent. Mais quelles pourraient être les conséquences du courroux du monde arabe sur Israël? Alors, le courroux du monde arabe sur Israël, à mon sens, aura peu d'impact. Le problème, c'est que le monde arabe lui-même, il est divisé. Il est divisé, il n'est pas unanime sur... Une chose est certaine, la condamnation de la reconnaissance par Donald Trump de la ville de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, elle est unanime. De ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Mais le monde arabe n'est pas un monde uni, il n'est pas homogène. Il y a des dissensions importantes, et ces dissensions-là sont telles qu'il me semble qu'il n'y aura pas d'impact particulier, d'autant plus que les relations économiques, notamment d'Israël, il les entretient beaucoup plus avec les États-Unis d'Amérique, avec des pays qui lui sont plus ou moins favorables, ou en tout cas plus laxistes dans la zone que d'autres. Et donc, il ne me semble pas y avoir de risque particulier d'un point de vue international, à moins que des pays décident de déclencher une nouvelle guerre contre Israël, ce qui me paraîtrait quand même assez difficile à faire, dans la mesure où ce n'est pas une décision d'Israël qui vient
d'être annoncée. C'est plutôt une reconnaissance par les États-Unis d'une décision prise par Israël depuis 1980. Donc, ce n'est pas forcément, de ce point de vue-là, un élément nouveau qui peut déclencher une guerre. Mais néanmoins, d'un point de vue interne, bizarrement, il peut y avoir des conséquences négatives sur le gouvernement de Benjamin Netanyahou, parce que la réprobation internationale, la colère, parce qu'il y a des Arabes qui vivent en Israël, qui sont des Arabes israéliens, la colère et la violence qui se déclenchent peuvent fragiliser Benjamin Netanyahou, parce que l'acquis principal de Benjamin Netanyahou en tant que Premier ministre israélien, c'est d'avoir pacifié un peu la situation sur le territoire. Il a sécurisé, je ne veux pas dire pacifié, parce que pacifier, il faudra dire que les autres ont accepté de se calmer. Non, il a sécurisé les territoires qui sont sous contrôle d'Israël, et c'est cela qui est dans son, je dirais, dans son actif. Et avec cette violence qui se déclenche de nouveau contre Israël, Benjamin Netanyahou peut perdre quelque peu de plumes, mais globalement quand même, c'est une grande victoire pour lui, puisque c'est sa diplomatie qui a payé auprès de Donald Trump, que l'on voit ici avec lui, au moment où il se négociait donc cette reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Pensez-vous que les Arabes peuvent profiter ou pourront profiter de cette situation pour sceller leur réconciliation, en commençant justement par les Palestiniens eux-mêmes? Pour ce qui concerne les Palestiniens, il y avait un processus de réconciliation qui était en cours, notamment entre le Hamas et le Fatah de Mahmoud Abbas. On sait que Khaled Meshal, qui est le principal leader du Hamas, vit en exil quelque part en Syrie ou au Liban, on ne sait même plus exactement où. Pour sa sécurité, il n'apparaît pas beaucoup en public, puisque Israël a mis sa tête à prix et tente de le liquider. Il y a également Ismaël Haniyeh, qui est du Hamas, et ces deux leaders-là sont en train aujourd'hui de se disputer quelque peu le leadership au sein du Hamas. Mais cette rivalité n'est pas trop perceptible. La grande rivalité, c'est celle qu'il y a entre le Hamas de Khaled Meshal et Ismaël Haniyeh qu'on voit ici à l'écran, et de l'autre côté le Fatah, puisque le Hamas a évincé le Fatah de la bande de Gaza. Vous vous souvenez, il y a un processus en cours pour que le Hamas puisse laisser de nouveau le Fatah gérer la bande de Gaza et donc gérer l'ensemble des territoires palestiniens qui sont encore sous contrôle palestinien à l'heure actuelle. Cette réconciliation, elle est possible dans la mesure où l'ennemi commun a de nouveau pris de l'envergure, a de nouveau pris, je dirais, de l'embonpoint. Et quand on a un ennemi commun, c'est toujours plus facile de se réconcilier sur des bases de ce genre-là que d'être dans une rivalité perpétuelle. Et donc, il y a possibilité que cette réconciliation puisse avoir lieu. Maintenant, d'un point de vue international, les Arabes, en général, quand je prends les leaders arabes, ce n'est pas avec cette reconnaissance. C'est vrai, il y a une condamnation unanime de leur part, mais ce n'est pas suffisant pour que je vois des leaders comme les leaders arabes ou saoudiens particulièrement, et les Iraniens aller jusqu'à une réconciliation. C'est fort peu probable, à mon sens. James, pour finir, quelle lecture faites-vous de l'accueil glacial réservé à Benjamin Netanyahou lors de sa tournée en Europe? C'était attendu. C'est comme vous l'avez dit au départ. Cette reconnaissance n'était pas une bonne idée de la part de Donald Trump. Je l'ai dit, cet homme agit comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il casse tout sur son passage. Il se prépare peut-être à sortir de l'OMC. Nous en parlerons dans les prochains jours. Et donc, vient encore de poser un acte qui discrédite sa politique. De toute façon, c'est une politique qu'il a choisi de mener ainsi. Et la conséquence sur Benjamin Netanyahou, c'est que la tournée que ce dernier organise en Europe, ou du moins la tournée qu'il est en train d'effectuer en Europe, il n'a pas l'accueil qu'il aurait souhaité. Bien sûr, le sourire de circonstance d'Emmanuel Macron ne cache pas la désapprobation, et Macron a été très clair là-dessus. Ce n'est pas une décision qu'il approuve. La France demande aujourd'hui que Benjamin Netanyahou prennent des mesures en faveur des Palestiniens pour relancer le processus de paix. De l'autre côté, l'Union européenne également a fait pression sur Benjamin Netanyahou à l'occasion de sa visite à Bruxelles, d'ailleurs qui est en cours aujourd'hui même, pour que des gages soient donnés pour la relance du processus de paix. Mais malheureusement, comme je l'ai déjà dit, nous avons affaire à des acteurs politiques, Benjamin Netanyahou et puis Donald Trump, qui sont extrêmement catégoriques, qui sont... pour ne pas être
trop méchants, qui sont bornés sur leur position, et ce n'est pas avec les petites pressions des Européens que les Américains et les Israéliens vont changer de position. Ce qui est sûr, au bout du rouleau, il y aura peut-être une avancée, mais la plus grande crainte aujourd'hui, c'est que se déclenche effectivement cette troisième intifada qui risque d'être extrêmement destructrice. Merci James William Baguedi. Et pour vous rafraîchir maintenant, je vous propose la musique. La musique, ce sera signé de Chœur Gospel Celebration de Québec. Le titre, c'est bien Oh Happy Day. Proposition de Ahmed Arikpa sur le Hit Inter. Oh happy day, oh happy day, when Jesus washed, when Jesus washed, Jesus washed, He washed my sins away. Oh happy day. La 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 la. Oh happy day, oh happy day, oh happy day, when Jesus was, Jesus was, when my Jesus was, washed my sins away. La 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 la. He taught me how, he taught me how to wash, to wash, to wash.
Et c'est notre manière à nous de déclencher les bénédictions divines chez vous et autour de vous, vous qui suivez Eden TV, vous qui suivez Diaspora FM. C'est tout pour Matin d'Eden. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente suite de journée à nous suivre.